Stéphane a fait les présentations. Je suis le gars qui va s'intercaler entre les présentations sérieuses et l'afterwork de tout à l'heure, le networking. Quelques mots sur moi. Donc Alexandre Archobot, malgré les apparences, je suis un jeune avocat, puisque auparavant, je m'occupais de numérique pour une petite start-up qui, au fil des ans, est devenue un acteur incontournable du numérique, un peu trublion sur les bords. Et donc j'ai été aussi client des avocats, enfin je suis juriste de base, et j'étais pas très satisfait effectivement des avocats sur le numérique, parce qu'en tant que client, je trouvais qu'il fallait qu'on leur fasse un peu la formation sur comment fonctionne une start-up, comment fonctionne le numérique, tous ces jeux-là, et jusqu'au bout d'un moment, le barreau est venu me voir en disant mais écoute, t'arrêtes pas de nous casser du sucre sur le dos, la critique est facile, on te rappelle, juste fais-le, quoi. Donc je les ai pris au défi, et donc j'ai revêtu la robe. Et l'idée, c'est de effectivement porter un peu la bonne parole sur tous ces sujets du numérique, parce que je le vois là effectivement aussi aujourd'hui. Ici, il y a toute une spécificité française, il faut en être fier sur le numérique, et dans cette région en particulier, avec un écosystème. Et donc c'est un grand plaisir pour moi, lorsque Yves et d'autres personnes de Silicon m'ont un peu parlé de ce sujet-là, d'intervenir. Alors oui, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est le RGPD, c'est vachement original, parce qu'ils m'ont dit, ouais, ça serait bien que tu leur parles de ça. Je dis, mais attends, du RGPD, on en parle, on en bouffe à toutes les sauces. Et puis en discutant un petit peu, parce que c'est un peu ma vision des choses, et parce que c'est comme ça que nous, on fonctionnait auparavant, oui, c'est une contrainte, mais avant tout, c'est un formidable levier pour le business. Et quand je regarde un peu toutes les présentations qu'on fait sur le RGPD, on a l'air de vous faire croire que c'est un peu la fin du monde, que le ciel va vous tomber dessus, on va tous mourir, et au final, c'est des Américains qui vont gagner. Moi, ma vision, c'est que nous, au contraire, comme sur d'autres sujets, si on sait anticiper, si on sait s'adapter, ça peut être un formidable levier. Et c'est un peu, effectivement, ça va être un peu le fil rouge de cette présentation qui, volontairement, ne sera pas très, très juridique, parce que moi, je préfère nettement plus vous parler de principes pour que ça soit effectivement des bons réflexes métiers chez vous, plutôt que de vous citer les textes, dans la mesure où maintenant, c'est ça qui est fabuleux avec le numérique. On n'a plus besoin de savoir par cœur. On a ce petit outil-là qui nous permet d'aller retrouver les textes. Voilà, donc commençons. Le RGPD, mais comme je vous disais, c'est super simple, quoi. Vous prenez, vous imprimez ça sur un 1, et donc voilà, ça y est, vous l'imprimez, vous la prenez, c'est fabuleux. C'est comme ça qu'ils nous le vendent. Donc, déjà en disant c'est super simple, ouais, d'accord. On va pas se mentir, avant le RGPD, c'était quoi ? T'inquiète, je gère les données, et puis en espérant que ça ne se remarque pas. Ok. Avec le RGPD, ouais, ça peut être toujours ça. C'est-à-dire que typiquement, le grand réflexe qu'on peut voir effectivement chez d'autres entreprises, regardez par exemple ce qui s'est passé outre-Atlantique avec Yahoo. C'est pas ma faute, d'accord ? Moyennant quoi, lorsque Yahoo s'est vendu, c'est un truc qui a coûté quand même 500 millions aux actionnaires. Donc autant vous dire que maintenant, on ne joue plus trop. Et c'est un peu l'esprit effectivement du RGPD, je vais le développer par la suite, mais c'est véritablement quelque chose de confiance, mais attention, on ne joue pas au con. C'est-à-dire que, oui, effectivement, si vous avez cette posture-là, c'est comme pour un contrôle fiscal, intégrez-le, vous aurez un contrôle CNIL. Et oui, effectivement, on ne joue plus, parce qu'avant le RGPD, les lois CNIL, il y avait des petits dialogues un peu constructifs, virils, qui dans certains cas débouchaient sur un avertissement public, une mise en demeure. Google, ils en rigolent encore, ils se sont pris 150 000 puis 300 000 euros. C'est juste quelques secondes d'activité chez eux. Avec le RGPD, là, on ne joue plus vraiment, puisque non seulement c'est toute la chaîne qui va être responsabilisée, on va le voir, il y a des injonctions publiques, et ça peut aller quand même, dans le cas d'une entreprise, 4% du chiffre d'affaires mondial. Ça va commencer à se voir dans les comptes. Et je le développerai par la suite, parce que ça a été un peu trop présenté en disant « Oh là là, on n'a plus le droit de faire des bêtises ». Enfin, s'il y a des failles, attention, on va se faire massacrer. Non, en fait, ce qui est dans l'esprit du RGPD, c'est qu'on va sanctionner le défaut d'organisation, la mauvaise foi et le manque de collaboration. Or, quand on est dans les affaires, effectivement, il faut être toujours du bon côté de la ligne jaune, mais il faut quand même être assez loyal. Et là, quand j'ai dit ça, là, visiblement, la salle va se vider en disant « Mais attends, on nous a vendu un truc qui était non anxiogène, il commence par nous parler de sanctions. » Donc, on va peut-être un peu reprendre ça. Alors, le RGPD, c'est quand ? C'est pratiquement demain. C'est tout de suite même, c'est le 25 mai. Donc, autant dire qu'il faut l'intégrer. En tout cas, c'est pour l'entrée en vigueur. C'est quoi le RGPD ? C'est un texte, donc le règlement général pour la protection des données, ou en anglais GDPR. C'est un règlement européen. Donc c'est très important parce que c'est un texte qui est d'application directe.
par rapport aux autres textes européens, je pense notamment aux directives, où il faut une loi de transposition sur laquelle il y a de la marge de manœuvre au niveau local, c'est-à-dire qu'on a un texte effectivement européen, puis après, il y a autant de subtilités locales qu'il y a de pays. Là, non, ça c'est un texte qui est européen, qui s'applique d'autorité et qui est en fait un texte d'harmonisation, plus que de l'harmonisation, c'est d'uniformisation. Et lorsque, notamment sur le numérique, on raisonne de façon globale, c'est quand même pas mal de se dire qu'on va effectivement enfin avoir un véritable marché unique de la donnée, de la protection et tout ce qui va avec. C'est aussi, comme je vous le disais, un profond changement de paradigme par rapport au texte, parce que c'est vrai que par rapport à d'autres pays où ce sont des problématiques un peu nouvelles, en France, on vient de fêter les 4 décennies de protection des données avec la loi CNIL qui a fêté ses 40 ans. Donc on est un peu sensibilisé à ces problématiques-là, mais avec une vision qui était jusqu'à présent un peu franco-française, bien jacobine, les fameux formulaires, les autorisations, le formulaire A38 bis qu'il fallait compléter, voilà. Non, là, avec le RGPD, à la base, dans son esprit, c'est un texte qui est profondément business. C'est-à-dire que le marché unique doit devenir une réalité, notamment pour pouvoir bénéficier d'effets de levier et d'échelle par rapport aux grands autres marchés du numérique. C'est un texte aussi d'inspiration profondément libérale, puisqu'on mise sur la confiance. C'est-à-dire, voici les règles du jeu, on ne vous ment pas, à vous de vous adapter ou de ne pas vous adapter, et vous voilà prévenu. Et donc, par rapport effectivement, notamment en France, comme je vous disais, on était sur un système qui était un peu particulier parce qu'on présente ça comme un système déclaratif, mais on avait le fameux récipicé de la CNIL pour peu qu'on traite des sujets un peu sensibles ou des fichiers un peu particuliers. Il fallait avoir un complément, et si on ne communiquait pas le complément, le justificatif du complément, on n'avait pas le fameux récipicé, et donc du coup on n'était pas censé traverser là-dessus. Non, là ça va être terminé. On a terminé les procédures de déclaration et d'autorisation complexes, souvent contradictoires d'un pays à l'autre. Non, on a quelque chose qui est relativement clair. La condition, tout ça, c'est de mettre en place des processus adéquats. C'est-à-dire que, comme je vous disais, voici les règles du jeu, et donc l'entreprise va gagner en efficacité. On va le voir, les relations donneurs d'ordre, sous-traitants aussi, vont évoluer véritablement dans des relations de véritable partenariat, notamment si vous intervenez en tant que sous-traitant sur ces secteurs-là, vous allez avoir un formidable levier d'activité, on y viendra. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, par rapport à d'autres marchés un peu plus rétifs par rapport à ces approches-là, parce que quand vous discutez avec notamment des acteurs californiens par rapport à GPD, ils sont persuadés que ça y est, c'est les communistes qui ont débarqué. Non, c'est le sens de l'histoire. La plus facile, c'est pas qu'un truc dans l'air du temps, sinon c'est véritablement ancré, c'est une attente forte, de plus en plus forte des consommateurs et des citoyens. Et donc, le fait de l'intégrer d'ores et déjà par rapport à d'autres pays qui seront un peu plus en retard, c'est un moyen de se démarquer de compétiteurs qui sont restés un peu rétifs dans des logiques du siècle passé. Alors, le RGPD, donc, sur les données personnelles, c'est vrai qu'auparavant, dans le précédent système, on était sur un système un peu traitement automatisé de données. Non, là, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est concerné? C'est tout traitement de données personnelles. Que ce soit un petit traitement, un gros traitement, manuel, automatisé, algorithmique. Non, tout traitement de données personnelles est concerné. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on entend par données personnelles? Et en fait, on va voir que c'est quand même très, très, très vaste, parce qu'une donnée personnelle, c'est votre identité, c'est votre adresse postale, c'est une adresse email, c'est une adresse IP, c'est une photo, parce qu'on parle beaucoup de plus en plus de biométrie, globalement aussi tout ce qui a trait à l'identité biométrique, donc la photo, la représentation, l'enregistrement vocal, ça en fait partie, des données bancaires, biométriques, l'immatriculation. Vous gérez par exemple un système de sécurisation pour l'accès au parking. Une plaque d'immatriculation permet de retrouver indirectement une personne. C'est une donnée personnelle. Tout traitement qui concerne des personnes physiques. Peu importe que ça soit dans le cadre d'une activité B2B ou B2C. Donc, je vous parlais là tout à l'heure, à l'instant du fichier de sécurisation de l'accès au parking, mais globalement, voilà, c'est ça. On est déjà dans du RGPD. Avec, là aussi, sinon c'est pas marrant, quelques petites exceptions. Les activités régaliennes, donc tout ce qui a trait à la sécurité, pouf, ça échappe au RGPD. Et bien évidemment aussi les traitements pour votre propre activité personnelle, un truc tout simple, le carnet d'adresse de votre téléphone avec votre assistant vocal. Non, ça échappe au RGPD parce que sinon on s'en sortirait pas. Alors,
quels sont les grands principes du règlement donc, qui vont effectivement sur ce texte fondateur? Comme je vous disais, c'est un texte profondément novateur et libéral, puisqu'on est basé sur la responsabilisation et la transparence. Avant le RGPD, on avait effectivement une directive, mais avec une marge d'interprétation laissée aux États membres. Et donc, en fait, quand on voulait raisonner à l'échelle européenne, on avait pratiquement autant de subtilités, de différences d'appréciation qu'il y avait de pays. Là, notamment pour la France, on passe d'une logique de formalité préalable. C'est vrai qu'on revient très loin parce qu'à l'origine, sur les données personnelles, c'était une autorisation. Il y a une première évolution il y a une quinzaine d'années de ça, où on est passé sur de la déclaration, mais à la française, c'est-à-dire qu'on vous donnait sur certains fichiers, c'est-à-dire pratiquement tous, le récipicé que si vous étiez en mesure de justifier de ça, d'apporter telle et telle garantie. Donc dans la pratique, c'était une quasi-autorisation. Non, là, on passe véritablement dans ce qu'on appelle une logique de conformité responsable. C'est-à-dire que voici les règles du jeu, et donc à vous d'être en mesure de documenter, tracer, justifier. En contrepartie, un formidable allègement des formalités en amont, et à l'arrivée, ça va être nécessairement une belle montée en compétence de l'ensemble des acteurs de la chaîne, donc les responsables de traitement, les sous-traitants, qui va lui aussi, le sous-traitant, devient un véritable acteur dans le système, alors qu'auparavant, c'était un peu la zone grise. Tout le monde se renvoyait la patate chaude. Quelque chose de très important aussi également à l'échelle européenne, puisqu'on parle effectivement de marché unique, mais on avait autant de subtilités. Là, on a le système de one-stop shop, c'est-à-dire que c'est un peu comme pour l'audiovisuel, une adresse d'établissement, pouf, il n'y a pas besoin de dealer avec l'ensemble des CNIL de chaque pays. C'est-à-dire qu'en pratique, vous dealerez avec l'autorité soit de votre siège social, soit du lieu où sont prises les décisions sur les finalités, les modalités du traitement. Ce qui est quand même très intéressant, puisque voilà, vous n'avez plus en mesure d'avoir 27 interprétations locales, subtilités, tuning dans vos process. Quels sont aussi les grands principes en matière de traitement? C'est-à-dire il faut respecter ce qu'on appelle le principe de licéité, c'est-à-dire tout traitement, toute collecte. C'est-à-dire, quand on dit traitement, c'est la collecte, le traitement, la valorisation et le stockage des données. Ça doit répondre au principe de licéité. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas faire des fichiers qui seraient interdits. Ça répond aussi, très important, au principe de loyauté vis-à-vis du consommateur final, du citoyen. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le prendre en traître. Donc, dit autrement, c'est terminé le temps, on avait les cases précochées ou on avait les cookie walls en disant si vous ne cochez pas, finalement, non, on ne peut pas vous délivrer le service. Non, ça, c'est désormais considéré comme quelque chose qui est déloyal. Ça fait hurler toute une partie du secteur numérique, notamment outre-Atlantique, en disant oui, mais on ne va plus pouvoir connaître nos utilisateurs. Non, il va falloir être assez intelligent, puisqu'on va le voir après par la suite, il y a un moyen de le faire de façon beaucoup plus loyale qu'en loose day. Là aussi, voilà, ça va être quelque chose qui doit être transparent. C'est-à-dire qu'il va falloir annoncer d'emblée la couleur. Pourquoi on vous demande ces informations-là? Pour quelle finalité? On va les conserver combien de temps? On les transmet à qui? Pourquoi? Les finalités doivent être aussi limitées. C'est un peu le principe de frugalité. C'est vrai qu'on a peut-être une école un peu anglo-saxonne qui dit qu'il faut récolter le plus possible de données sur les utilisateurs, mais au final, on court, c'est toujours l'histoire de la poule et de l'œuf. Après, il faut avoir les systèmes d'information, les process pour pouvoir l'utiliser, et on se retrouve submergé par la donnée, et au final, on passe à côté de choses très intéressantes. Là, l'idée, c'est un peu comme lorsqu'on était passé du CISC à l'architecture RISC pour les processeurs, se dire on va peut-être prendre le problème différemment, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire et ce qu'on va faire bien, pour éviter de se retrouver submergé par la donnée, d'autant plus que le numérique qui va irriguer de plus en plus la vie quotidienne avec l'Internet des objets et autres, fait qu'il va falloir véritablement intégrer ça en amont. Donc, des finalités limitées, des données qui doivent être minimisées et surtout exactes, ce qui, quelque part, c'est pas déconnant, puisque quand on dit que la donnée, c'est un actif stratégique, va-t-on faire en sorte qu'il soit à jour et qu'il soit maîtrisé. Dans une conservation qui doit être réduite dans le temps, c'est-à-dire uniquement pour les besoins du traitement ou pour la relation commerciale, une nouvelle fois pour éviter que ça traîne sur une étagère d'archives, enfin donc l'occurrence des disques d'archives, sur lequel après par le jeu des mutations, finalement on a perdu l'historique, la mémoire, et puis au bout d'un moment c'est quelque chose qui se retrouve dans la nature au gré des sous-traitants. Non, ça on n'en veut plus.
Et là aussi, en liaison avec ce que je disais, en assurant l'intégrité et la confidentialité, c'est-à-dire une obligation de résultat sur les moyens à mettre en place. Et pas, voilà, c'est-à-dire que oui, il faut bien avoir conscience, et les autorités de contrôle en sont clairement conscientes, le risque zéro en matière de numérique n'existe pas. Par contre, on doit tout faire pour faire en sorte qu'on ait des process efficaces et qui tirent les leçons des erreurs du passé. Donc, si on ramène ça effectivement à les grands principes en matière de licéité du traitement, en fait, le RGPD liste plusieurs cas de conditions qui sont pas cumulatives. Ça peut être présenté par certains en disant c'est cumulatif. Non, il y a plusieurs effectivement. Si vous rentrez dans un de ces cas-là, c'est bon, le traitement est licite. Alors, la question de base, c'est effectivement, celle qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est lorsque le consommateur a consenti au traitement. Mais il y a aussi d'autres cas, parce qu'on a tendance peut-être à vous présenter le RGPD en disant « Oh là là, attention, s'il n'a pas consenti au traitement, ça veut dire que ce n'est pas licite ». Non, il y a aussi effectivement d'autres cas où le traitement peut être licite, c'est-à-dire lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat. Un truc tout simple, prenons le cas dans le numérique, on a besoin de connectivité. Si vous ne communiquez pas votre adresse, enfin en tout cas si vous avez besoin de connectivité fixe, si vous ne communiquez pas votre adresse, votre opérateur va avoir un peu de mal à vous raccorder. Et donc, vous allez un peu de mal à avoir l'exécution du contrat. Voilà, donc là, typiquement, on a besoin de cette information-là pour pouvoir répondre dans le cadre de l'exécution du contrat. Ça peut être le cas notamment pour ceux qui peuvent être amenés à intervenir, par exemple, dans le secteur de la santé ou autre, lorsqu'on a besoin, le respect d'une obligation légale. Je parlais là, par exemple, tout à l'heure d'un opérateur. Un opérateur de connectivité Internet doit être en mesure de répondre aux réquisitions judiciaires des forces de l'ordre lorsqu'il y a de la criminalité numérique. Donc, effectivement, on doit être en mesure de pouvoir collecter, traiter et stocker ces données-là, bien évidemment, dans le cadre du contrat. Lorsque le traitement aussi est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, c'est typiquement le domaine de la santé. Lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou au relevant de l'exercice de l'autorité publique, puisque là aussi, par rapport au précédent système où on était plutôt orienté vers les entreprises, là on inverse totalement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un traitement de données personnelles concernant des personnes physiques, qu'on soit une entreprise commerciale ou une collectivité locale ou une personne publique, on entre là-dedans. Et donc, effectivement, lorsque vous êtes une personne publique, vous devez être effectivement, prenons par exemple le cas de cette année là où il y a la réforme du stationnement, donc c'est pour ça qu'on vous demande la plaque d'immatriculation. C'est dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique, l'occupation du domaine public, on vous demande ces éléments-là. Le traitement doit être aussi nécessaire à des fins d'intérêt légitime ou privé poursuivi par le responsable du traitement ou par un tiers. Aussi également, c'est la dernière condition. Le consentement, donc là aussi, c'est vraiment quelque chose effectivement central, même si on a vu qu'il y avait d'autres cas. Je suis désolé, là ça ne rend pas très bien sur l'écran, mais on va se débrouiller pour faire en sorte que vous l'ayez après en version exploitable. Donc, dans une logique de responsabilité, le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer qu'il y a un véritable consentement, qu'il ne n'est plus présumé. C'est-à-dire, il y a un truc qui était précoché où, effectivement, il a cliqué « je continue » et puis, pouf, dans un virage, on a fait comme Facebook ou les réseaux sociaux et on a mis quelques clauses que personne ne lit. Non, ça, on ne veut plus ça. C'est-à-dire que le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que le consommateur, le citoyen, l'usager d'un service public a fourni son consentement de façon libre et loyale. C'est-à-dire qu'en amont, les finalités du traitement et ses modalités doivent être exposées. Donc là, comme je vous le disais, c'est terminé, on ne peut plus noyer ça dans des conditions générales que personne ne lit. Donc là aussi, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir pour rendre ça, faire de cette contrainte pour en faire quelque chose qui soit sexy et commercialement porteur. Certains y arrivent très bien. Et aussi, on ne doit plus conditionner la fourniture du service, l'exécution du service à la fourniture de données si ce n'est pas nécessaire. Ça, c'était peut-être possible jusqu'à présent. Avec le RGPD, dans quelques semaines, ça sera considéré comme une pratique déloyale et donc passible de sanctions. Comme je vous disais, il faut que ça soit quelque chose qui doit résulter d'un acte positif de la personne concernée. Et là aussi, ça qui est fabuleux, c'est qu'on dit « Oh non, mais ça peut être compliqué tout ça, on va se retrouver avec des formulaires qui vont être très compliqués. » Non, c'est que ça peut être fait de façon très très simple. Donc là aussi, c'est un très bon moyen de repenser
toute l'expérience utilisateur, le design, l'UX, pour que véritablement on ait quelque chose qui soit fluide, qui soit sexy. C'est totalement compatible avec le RGPD. Hein. Le RGPD ne nous dit pas qu'il va falloir faire compliquer les choses. Faut avoir à l'esprit qu'une fois que le consentement a été donné, c'est quelque chose qui est précaire. C'est-à-dire que le consommateur, le citoyen, peut le retirer à tout moment. Et de façon aussi simple, là aussi parallélisme des formes, c'est-à-dire que terminer le temps où auparavant, effectivement, on pouvait communiquer des données par un simple clic et il fallait envoyer un recommandé lorsqu'on voulait exercer son droit d'accès. Non, là, ce que dit le RGPD, c'est que doit y avoir une parallélisme entre le moment où on donne le consentement et le moment où on le retire, où on veut exercer, on le verra par la suite, le droit de retrait ou de modification. Sur les mineurs, parce que ça... Là, vous avez vu, effectivement, dans le titre, je parlais de loi CNIL 2 et finalement, on n'en parlera pas trop. Pourquoi ? Parce qu'elle est actuellement en cours de discussion au niveau du Parlement. Elle est sortie de l'Assemblée, le Sénat est en train de l'examiner. Et bien évidemment, comme ces deux chambres de couleurs politiques opposées, ils prennent un malin plaisir de détricoter ce qu'ont fait les autres. Donc on n'a pas de texte loi CNIL stabilisé, donc on n'en parlera pas trop. Mais il faut savoir que justement, sur le cas des mineurs, le RGPD fixe un seuil à 16 ans. C'est-à-dire que ne dit pas qu'effectivement un mineur de moins de 16 ans ne peut pas s'inscrire, simplement il dit que sur ce seuil-là, en dessous de 16 ans, il faut que le responsable du traitement soit en mesure de démontrer qu'un des titulaires de l'autorité parentale sur le mineur a aussi également consenti. Donc là aussi, c'est prévoir un mécanisme de double chèque et ce genre de choses. Sachant que sur ce seuil-là, je vous parlais de 16 ans, mais le texte laisse une latitude aux États membres pour pouvoir abaisser le seuil. Typiquement, les Anglais l'ont abaissé à 13 ans, ce qui répond un petit peu au souhait, au désirata de nos amis de Facebook. Ici, on était parti sur 15 ans. Là, c'est reparti au Sénat à 16 ans, mais c'est pas figé. Donc voilà. Mais c'est quelque chose où il y a une petite marge de manœuvre au niveau des États. Un des grands principes du RGPD, c'est le privacy by design. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer la privacy vraiment très en amont dans la conception du produit ou du service. C'est peut-être une contrainte lorsqu'on est sur un cycle de transition, mais c'est une formidable chance par rapport, une nouvelle fois, à d'autres États ou à d'autres marchés qui n'y sont pas encore. L'idée, c'est de limiter dès le départ le nombre et la nature des données collectées, traitées et enregistrées. C'est-à-dire... quelque part quelque chose qui va vous aider à fiabiliser les données que vous traitez, puisque ça veut dire, par exemple, de favoriser le plus possible les menus déroulants qui orientent les choix ou les cases à cocher plutôt que des zones de commentaires libres où très vite, on est obligé de remettre en place à la fois des traitements pour voir si effectivement il y a des informations qu'on peut manipuler ou qu'on ne peut pas manipuler, et surtout aussi pour les rendre comparables entre elles et exploitables. C'est aussi, et c'était une des grandes failles du système actuel, où on était sur un système, j'avais rempli mon formulaire, et puis je mettais ça après dans une armoire, et puis pouf, pouf, on croisait les doigts, et puis voilà. Non, l'idée, c'est... ça emporte une responsabilité pour être efficace sur la chaîne de traitement, c'est-à-dire faire en sorte que les droits d'accès et les opérations, on évite d'arroser très très large, puisqu'on le sait tous très bien qu'en matière de sécurité informatique, le principal problème, c'est entre la chaise et le clavier. On aura beau prévoir toutes les procédures possibles, mais si effectivement on multiplie des droits d'accès sans les tracer et autres, on va finir par se repasser des codes. Enfin, c'est un grand classique. Quand moi j'interviens en entreprise et que je vois qu'effectivement on s'est passé des codes, non. Ça, typiquement, dans le cas du RGPD, c'est plus le cas. Enfin, en tout cas, on doit être naturellement sensibilisé. Si on peut prendre une analogie, c'est un peu comme par exemple le secret défense, c'est-à-dire c'est pas parce que vous êtes habilité que ça y est, vous pouvez effectivement tout examiner. Il faut avoir le fameux besoin d'en connaître. Et donc pour la manipulation de données, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai les compétences pour pouvoir traiter un tel élément d'un traitement de données que ça y est, je vais pouvoir être route sur tous ces traitements-là. Non, effectivement, il faut. Est-ce que le collaborateur qui va être amené à traiter là-dessus a besoin d'en connaître et a une valeur ajoutée? Et oui, est-ce qu'il peut en être responsable? Donc un truc tout simple, c'est bien penser
C'est vrai qu'on le dit toujours depuis une dizaine d'années, mais c'est pas encore acté. Mais là, ça va véritablement devenir un vrai besoin parce qu'on y viendra par la suite. Il va falloir être en mesure de le justifier. Ça va être penser à bien historiser les opérations d'accès, la gestion des droits d'accès, l'authentification, les modifications, les extractions. C'est peut-être une contrainte sur la redesign de tous vos systèmes d'information, mais ça va être une formidable chance le jour où il y aura l'incendie chez vous. C'est parce que c'est bien connu sur la sécurité informatique, tant qu'on n'a pas, enfin ça concerne les autres jusqu'au jour où ça pète chez vous. Et donc le fait d'avoir anticipé, de vous être préparé, fera que vous serez beaucoup plus résilient, beaucoup plus réactif, beaucoup plus agile le jour où il y aura un pépin chez vous. Et donc par rapport à des compétiteurs qui n'auront pas été préparés, c'est une formidable chance. C'est aussi pseudonymiser les données toutes les fois où leur exploitation sous forme identifiante n'est plus nécessaire. Donc pseudonymiser, c'est pas nécessairement anonymiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse être en mesure de pouvoir les rattacher à quelqu'un, mais pas de façon directe. Donc, dit autrement, c'est encore un mécanisme de sécurité supplémentaire. Si jamais votre base se balade dans la nature, c'est un peu comme les clés publiques et les clés privées. Si on n'a pas les deux éléments, on peut pas trancher. Donc, si vous les maîtrisez, vous pouvez toujours être en mesure de pouvoir valoriser ces données-là, mais c'est une sécurité supplémentaire que vous prenez et que vous garantissez à vos utilisateurs, ou quelque part aussi très important, parce que la donnée, c'est un actif stratégique. Moi, je vois apparaître de plus en plus, dans le cadre de tours de table, des questions de financiers qui demandent effectivement comment vous êtes organisé pour sécuriser ce business sur lequel vous me demandez des fonds. Et là, globalement, justement, si vous êtes en mesure de documenter, de justifier ça, vous ouvrez beaucoup plus de portes. C'est aussi appliquer un mécanisme automatique de purge des données, donc terminer les archives, hormis effectivement pour les besoins légaux, je pense notamment au niveau comptable. Mais lorsque vous n'en avez plus besoin, faut plus, voilà, c'est devenu maintenant une obligation. Faut le purger lorsque vous n'en avez plus besoin de ces éléments-là. Et surtout, très très important, et là ça, on ne dira jamais assez, documenter. C'est-à-dire que, oui, peut-être en tant qu'entrepreneur, vous avez une très bonne vision globale, mais votre activité va peut-être grandir. Je vous le souhaite d'ailleurs, c'est plutôt le but du jeu. Et après, effectivement, personne n'a été remplaçable. Et au bout d'un moment, se pose la question de la permanence de la mémoire, de la connaissance. Le plus souvent, moi j'ai vu affaire, effectivement, on me dit oui, tout est dans la tête, mais le jour où le collaborateur vous lâche dans les doigts ou se fait débaucher, ou ça peut devenir conflictuel, le fait que vous n'ayez un process qui ne soit pas documenté, c'est une très très grosse faille dans votre activité. Donc le fait de pouvoir documenter ça en amont fait que vous allez être beaucoup plus résilient par rapport à ce type d'aléas. Les droits de la personne concernée. Donc, alors, c'est vrai qu'on était, comme je vous disais, ici, on est dans un pays où on a 4 décennies de loi CNIL, donc pour certains, c'était des droits qui existaient déjà. Le RGPD vient les renforcer, les uniformiser à l'échelle européenne, puisqu'effectivement, il y avait des pays qui n'étaient pas aussi avancés que nous. Et vient aussi traduire quelques petites avancées. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps, depuis 3-4 ans, du droit à l'oubli, ou le droit à l'effacement. Donc, voilà, ça y est, le RGPD le consacre. Donc le premier apport du RGPD là-dessus, c'est un renforcement de l'information préalable. C'est dans le principe de loyauté, de transparence. Il faut annoncer la couleur dès le départ sur les finalités du traitement qui doivent être clairement et loyalement exprimées, donc dans un langage clair. On ne vous demande pas de faire ça compliqué, vous avez tout à fait le droit de faire simple. C'est-à-dire vous pouvez faire ça en 1 ou 2 phrases, il n'y a pas besoin d'en faire des tartines de façon très anxiogène. Non, vous pouvez effectivement quelque chose simple qui peut même aussi être adapté à vos cibles. À partir du moment où on est très clair là-dessus, on ne vous le reprochera jamais. Et aussi exposé de façon loyale. Donc là aussi, terminé où on logeait ça dans des conditions générales qui renvoyaient à des conditions spécifiques ou à une charte de données personnelles que personne ne lisait, si ce n'est les autorités de contrôle et les juristes qui l'avaient rédigée. Et aussi, c'était déjà le cas plus ou moins, mais ça est renforcé avec le RGPD. Il faut aussi annoncer la couleur sur les droits dont bénéficient les utilisateurs. Donc, quels sont ces principaux droits par la suite, une fois qu'on a collecté les données? C'est le droit d'accès et de rectification, qui existe déjà, mais qui vient renforcer, puisque, comme je vous le disais, là, désormais, il doit être aussi simple que la collecte. Donc, il y a un certain parallélisme des formes. Et doit être aussi bien évidemment gratuit. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas prévoir des mécanismes de protection contre les abus.
pour éviter qu'il y en a des petits malins qui s'amusent à vous DDoSer pour, si jamais vous traitez beaucoup de données. C'est-à-dire qu'on peut prévoir une durée minimale tampon entre chaque demande ou lorsque, effectivement, il y a un volume qui est un peu significatif. Mais l'idée derrière tout ça, il ne faut surtout pas que ça soit un frein pour l'utilisateur final, pour qu'il puisse accéder aux données, pour les rectifier. Et ce qui, quelque part, c'est une chance pour vous, puisque des données qui sont rectifiées, ce sont des données qui sont plus facilement valorisables. Enfin, en tout cas, qui ont beaucoup plus de valeur. Donc c'est quelque part un actif qui se renforce. Là aussi, un droit d'opposition et de limitation, comme je vous disais, l'utilisateur final peut à tout moment retirer son consentement. Donc là aussi, il va falloir faire en sorte que ça soit simple pour lui. Et vous allez voir, oui, c'est un risque à prendre, mais si le produit, si votre promesse, si le service est en rapport avec votre promesse produit, vous allez avoir quand même quelque chose qui sera totalement intégré. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la consécration du fameux droit à l'oubli, mais qui maintenant s'appelle le droit à l'effacement, ce qui est un peu plus logique et ce qui est un peu dans le prolongement des deux autres, parce que si on voulait effectivement rectifier des données, donc rectifier, c'est soit pour corriger, ou soit c'est aussi pour demander le retrait ou l'effacement. Donc là aussi, c'est intégré, avec aussi des petites clarifications, puisque sur le droit à l'oubli, il y a un droit de suite, c'est-à-dire que dans certains cas, prenons le cas par exemple effectivement d'un gros moteur de recherche, et bien effectivement les données peuvent se transmettre d'un responsable de traitement à l'autre. Mais donc du coup il faut prévoir des mécanismes qui permettent de flaguer les données en disant attention, il faut que le droit de suite, si on s'est adressé au responsable du traitement, que le responsable du traitement qui ait cédé ces données-là, que ce soit à titre gratuit ou onéreux à des tiers, soit en mesure de démontrer qu'il les a bien notifiés en disant attention, j'ai été saisi d'une demande de retrait et d'effacement, je l'ai faite, à vous de la prendre en compte. En tout cas, qui montre que vous avez transmis l'information. Là aussi, pour que ça puisse être fair et loyal, on vient encadrer il y a une véritable obligation de résultat désormais en matière de traitement, puisqu'on ne va pas se mentir, auparavant c'était envoyer un formulaire ou un courrier recommandé à telle adresse et puis on vous répondra quand on aura le temps. Et le plus souvent, le consommateur qui n'était pas satisfait, il saisissait la CNIL, qui elle aussi était débordée, qui revenait vous voir, et voilà. Donc il pouvait se passer plusieurs mois, et lorsqu'on était sur des cas qui peuvent être problématiques, typiquement quand on parle de données personnelles qui concernent des mineurs, typiquement du revenge porn ou ce genre de choses, si on met 1 an à traiter ça, ça laisse des dégâts, et donc quelque part c'est de la responsabilité en plus. Alors que du coup, le fait de prévoir des délais de traitement avec une certaine obligation fait que globalement vous allez pouvoir modéliser le risque de façon beaucoup plus prédictive. Donc là aussi, comme je vous disais, une obligation de résultat en matière de traitement de la demande. Il va falloir répondre en 1 mois. Et aussi, il va falloir motiver. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le consommateur vient vous saisir en disant ouais, voilà, vous avez le droit effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sera l'occasion après par la suite si vous le souhaitez. Mais oui, si vous estimez par exemple quand vous êtes exploitant d'un moteur de recherche ou par exemple d'un média en ligne, dans certains cas, il y a le droit à l'information légitime du public, le droit à l'intérêt général, la contribution au débat. Et donc c'est un motif dans ce cas-là pour dire non, ça cette donnée, je peux pas la retirer. Mais dans ce cas-là, il faut le dire clairement, il faut la motiver. Et là aussi, c'était une première avancée il y a quelques années de ça, mais qui maintenant désormais est consacrée à l'échelle européenne, la fameuse obligation de notification en cas de violation des données personnelles, aussi bien de l'autorité de traitement, donc en France ça sera la CNIL, mais le cas échéant, si certaines conditions sont remplies, de l'utilisateur final, pour éviter que ce soit un truc à la Yahoo, on dit oh là ça s'est baladé dans la nature, mais vous inquiétez pas, ayez confiance, et puis au final on se rend compte que c'était toute une base qui s'est baladée dans la nature à plusieurs reprises. Un élément aussi qui est très important et qui va être un formidable moyen, parce qu'on l'a vu sur d'autres secteurs, c'est peut-être sur le moment une contrainte, mais je ne connais pas un marché sur lequel il y a eu de la portabilité qui ne s'est pas développé. Regardez ce qui s'est passé sur le fixe, enfin surtout sur le mobile, puis après par la suite sur le fixe. À partir du moment où on est venu fluidifier un marché, on a fait grossir le gâteau, on a libéré des usages, et puis globalement, c'est un formidable incitatif à ce que tout le monde monte en compétence pour conserver le consommateur ou puisse le choper à d'autres. Donc, ce système de portabilité des données, ça va être un droit pour le consommateur de récupérer tout ou partie des données dans un format ouvert et exploitable. Un droit qui est conféré aux seules personnes physiques. Donc typiquement, si vous êtes une entreprise, non. Par contre, les salariés d'une entreprise peuvent individuellement, dans ce cas-là, se prévaloir de
de cette faculté-là. Là aussi, de quelque chose de façon très réaliste, c'est-à-dire c'est uniquement les données brutes qui doivent être exportables, c'est-à-dire que les données qui ont été fournies par le consommateur ou qui relèvent du consentement ou de l'exécution. Et le tout, sous bien évidemment, réserve du droit des tiers. Typiquement, par exemple, prenons le cas d'un opérateur téléphonique, vous pouvez demander l'export de vos appels sortants. Par contre, vous ne pourrez pas demander l'export des appels entrants, puisque ça concerne effectivement des tiers qui, pour certains, n'ont pas envie de savoir qu'ils vous ont appelé. Donc ça, c'est la condition sous réserve des droits des tiers. Comme je vous disais, uniquement les données qui sont fournies par la personne ou générées par son activité, mais c'est-à-dire les données brutes, donc les données qui sont issues des capteurs, l'historique des transactions, le contenu des messages électroniques, mais pas les données enrichies, c'est-à-dire typiquement là où est votre valeur ajoutée si vous êtes responsable de traitement ou sous-traitant, c'est-à-dire qui sont créés par l'organisme à partir des données brutes, par exemple le profil, le graphe de consommation, tout ce qui est data vise. C'est un droit qui doit être là aussi, comme le droit d'accès, gratuit. Et comme pour le droit d'accès, pour éviter effectivement les abus, vous avez la possibilité de prévoir des mécanismes tampons pour éviter, pour un peu limiter les abus. Et à terme, parce que pour l'instant c'est quand même quelque chose, on part d'une feuille blanche, mais l'idée c'est prévoir, comme c'est le cas par exemple en matière bancaire ou assurance, ou comme c'est le cas par exemple chez les opérateurs télécoms, un mécanisme de portabilité, de transfert des données directement d'un organisme à l'autre. Donc quelque part on va créer un standard de marché, et à partir du moment où on crée un standard de marché, on crée des conditions de développement du marché, c'est-à-dire qu'on fait grossir le gâteau, et donc ceux qui sont bons, qui peuvent être très petits, mais s'ils sont bons et plus agiles que les gros mastodontes, vous avez effectivement un formidable effet de levier à terme. C'est le RGPD, grand principe, parce qu'il y avait une petite zone grise dans le cadre actuel, c'était le sous-traitant, c'était ouf là, c'est la faute du stagiaire qui n'a pas eu les bons droits d'accès, pouf pouf, il a été muté à l'inspection de la photocopieuse. Non, ça avec le RGPD, désormais c'est terminé. C'est-à-dire que le responsable de traitement ne peut plus dire, ouh là c'est la faute du stagiaire, du sous-traitant, non, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. Qu'est-ce qu'on entend par sous-traitant ? C'est assez vaste, puisque ça peut être aussi bien le prestataire de services informatiques, donc l'hébergement du logiciel, de la machine, enfin typiquement le SaaS. C'est l'intégrateur, c'est les sociétés de sécurité informatique, typiquement tout ce qui est dépollution de trafic, ça rentre dans le cadre d'un traitement de données personnelles. Les SS2I, c'est les agences de marketing, de communication, enfin voilà, c'est quand même très très vaste. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement que le sous-traitant d'un point de vue technique, ça peut être aussi le sous-traitant d'un point de vue fonctionnel ou marketing. Et donc le sous-traitant est véritablement reconnu, c'est-à-dire qu'on va passer dans une logique de co-responsabilité du bon traitement des données. C'est-à-dire que les obligations qui pèsent avant tout sur le responsable de traitement sont transposables à son sous-traitant. Donc une obligation d'assurer la confidentialité et la sécurité des données, parce qu'on ne va pas se mentir, mais le plus souvent des cas, c'était moi responsable du traitement, je fais confiance à une web agency qui elle-même fait confiance à une SS2I, et au final ça se retrouve au guatapalta. Non, là, oui, on peut le faire, mais dans ce cas-là, il va falloir se débrouiller, et ça c'est fabuleux pour ma profession, puisque ça veut dire qu'effectivement la chaîne contractuelle va falloir véritablement la revoir de ce côté-là. C'est aussi, comme on vous disait, le responsable de traitement et son sous-traitant doivent être en mesure de justifier. Donc pour pouvoir être en mesure de justifier, ça va être la tenue d'un registre qui va dire voilà, quels sont les traitements que je fais, pour quel client, quelle finalité, quel type de données, quelle est l'organisation que je mets en place. C'est peut-être une contrainte, mais le jour où vous prendrez un contrôle, c'est fabuleux parce que vous ouvrez l'armoire, vous sortez tout ça à l'inspecteur, enfin, à monsieur et madame CNIL, et pendant ce temps-là, pendant qu'ils lisent tout, vous pouvez continuer à aller bosser. Alors que la plupart du temps, c'était on vous mettait devant la fenêtre. Quand on est sur des petites structures, ça veut dire que pendant qu'on répond à la CNIL, on ne fait pas tourner la boîte. Donc ça pouvait être un peu embêtant lorsqu'on commençait à devenir un peu conflictuel. Nous, on a véritablement quelque chose, si on a documenté, qui va permettre un petit peu de rendre beaucoup moins anxiogène le contrôle, et on va être véritablement, surtout si jamais les grands principes qui sont affichés par nos pouvoirs publics à l'échelle nationale se disséminent dans toutes les administrations, le fameux droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'effectivement, les autorités de contrôle vont muer de plus en plus sur des autorités, elles vont vous accompagner. Elles sanctionneront effectivement les cas les plus graves, mais l'idée, et c'est ce que porte le RGPD, c'est véritablement monter en compétence, et on est là aussi pour avancer ensemble là-dessus, c'est-à-dire que quelque part un droit à l'erreur.
Donc, la sous-traitance doit être exclusivement, explicitement prévue dans le cadre d'un contrat. Donc, on ne peut plus trop véritablement faire ça sur un coin de table entre deux bières. Il va falloir bien l'intégrer, prévoir les finalités, les obligations, et aussi, le cas échéant, la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on ne l'interdit pas, simplement, il faut clairement prévoir le cas et voir et prévoir les obligations qui vont être transférées. Donc on va véritablement évoluer sur une relation de véritablement partenariat entre le responsable et le sous-traitant. C'est-à-dire qu'il est de la responsabilité du responsable de traitement, une belle tautologie, d'indiquer clairement au sous-traitant quelles sont les instructions. Donc, terminer le temps où on pouvait dire « Oh, mais vous savez, je vous ai dit ça », et puis non, il va falloir bien le prouver, il va falloir que ça soit consigné pour qu'on puisse effectivement mesurer les responsabilités. Là aussi, c'est très important, c'est-à-dire que le sous-traitant va avoir une véritable obligation et un devoir de conseil à l'égard du responsable de traitement. C'est peut-être une contrainte, mais on va le voir par la suite, ça peut être un formidable levier d'activité pour fidéliser la relation, pour véritablement évoluer sur quelque chose de partenariat, comme c'est le cas dans d'autres pays. Un devoir de confidentialité et de coopération, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque là aussi, ça veut dire qu'il va falloir les traduire dans les contrats, mais ça permettra d'éviter de s'envoyer des noms d'oiseaux lorsqu'il y a l'incendie, ce qui fait toujours très mauvais effet, non seulement vis-à-vis des clients, mais des principaux partenaires de l'entreprise, je pense notamment aux financiers, et puis aussi également aux autorités de contrôle. Non, on aura quelque chose sur lequel, avec des bons réflexes, des fiches métiers, on aura, le jour où il y aura l'incendie, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ça arrivera un jour ou l'autre, personne n'est à l'abri, mais le jour où ça arrivera, effectivement, on sera beaucoup mieux préparé, on sera beaucoup plus agile, beaucoup plus résilient par rapport à tout ça. Donc là aussi, dans le cadre du contrat de sous-traitance, il faut documenter clairement l'organisation, quelles sont les mesures de sécurité que le sous-traitant prend pour atteindre le niveau d'exigence qu'attend le responsable de traitement, les modalités d'effacement des données, parce que ça peut être une collaboration ponctuelle ou au long cours. Donc tout ça, effectivement, il va falloir bien le prévoir. Alors dans le cadre actuel, on avait ce qu'on avait appelé le CIL, c'était le correspondant informatique et liberté. C'était un gars qu'on mettait dans un coin et on disait « Oh là, s'il y a la CNIL, vous voyez avec lui ». Allez, il a un PC celui-là, il a accès aux éléments d'information. Bref, c'était pas... Et puis, des fois on sous-traitait. Enfin, nous, notre profession, effectivement, on peut être correspondant informatique et liberté pour le compte de nos clients. L'idée, c'est, au même titre que pour la finance, le marketing et autres, c'est que le responsable de la protection des données a vocation, un jour ou l'autre, à intégrer le board des entreprises. C'est-à-dire que ça devient un véritable manager, un véritable officer dans les organisations. Et que donc, son rôle, ça va être lequel ? Alors, là-dessus, le RGPD dit que c'est quelque chose qui est obligatoire pour les acteurs du secteur public, notamment les collectivités où il va y avoir un très très gros travail à faire de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais là-dessus, oui, sur la donnée, il va falloir véritablement, c'est un peu au même titre que par exemple l'état civil, c'était quelque chose de régalien, la donnée de vos usagers, c'est quelque chose qui ne peut être traité par-dessus la jambe. Pour le privé, la situation est un peu différente, puisque ce n'est obligatoire qu'à partir à un certain seuil, sachant que ça sera à l'appréciation des lois locales, ou lorsqu'on parle par exemple de données avec des données sensibles, enfin de manipulation de traitement, soit de données sensibles, typiquement c'est les données de santé par exemple, ou de traitement à large échelle. Donc à large échelle, vous faites un réseau social qui va tuer Facebook, globalement, voilà, il va falloir prévoir ça. Son rôle sur le DPO, ça va être informer, conseiller le responsable de traitement et le sous-traitant. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un, ça va être monsieur données personnelles au sein d'une organisation qui doit, dans ce cas-là, diffuser une culture informatique et liberté au sein des différentes entités de l'entreprise ou des partenaires, qui va veiller, contrôler au respect du règlement et du droit national, qui va conseiller aussi sur tout ce qui est réalisation d'études d'impact, qui va en vérifier l'organisation, qui est le point de contact. Là aussi, le jour où vous avez un contrôle, le fait d'avoir un DPO fait que globalement, c'est ce monsieur ou cette dame qui va passer, qui va entretenir une relation épistolaire fournie avec nos amis de la CNIL. Et c'est aussi quelque chose qui peut être assuré aussi bien en interne qu'en externe. Donc là aussi, comme pour le CIEL, c'est-à-dire que soit c'est quelqu'un que vous pouvez recruter en interne, ou soit c'est une mission que vous pouvez confier à des prestataires, au hasard ma profession. Et parce que là aussi, une nouvelle fois, l'idée, c'est qu'on lui donne les moyens d'exercer cette mission-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme
certaines entreprises d'une certaine taille où on a ce qu'on appelle un déontologue. Voilà, c'est-à-dire qu'il doit être à l'abri de conflits d'intérêts, qui doit rendre directement compte au plus haut niveau de la hiérarchie, qui doit être en mesure de tenir un discours qui peut peut-être ne pas faire plaisir, mais au moins on va se dire les choses franchement pour éviter que le moment venu, tout le monde tombe des nues et ouvre le parapluie. Donc, comme je vous disais, le RGPD, il faut le voir comme un formidable levier d'activité. Je disais là tout à l'heure en préambule, la privacy, c'est une attente de plus en plus forte des consommateurs et des citoyens. C'est un critère de différenciation face à des compétiteurs qui peuvent être rétifs. Et on ne s'est pas posé la question, mais par exemple en matière financière, mais la donnée, c'est quand même un actif stratégique au XXIe siècle. Donc, au même titre qu'on ne se pose pas la question de sécuriser les flux de trésorerie ou la protection de l'innovation ou la propriété intellectuelle, cet actif-là, il est stratégique et on fait tout pour le préserver, pour le valoriser, pour le choyer, et que vous continuez à le faire. Donc, quelque part, si vous êtes en mesure de mieux le connaître, cet actif, vous allez être en mesure de pouvoir plus facilement, d'être plus agile par rapport à tout ça. Mais justement, en parlant d'agilité, oui, le privacy by design, c'est le fameux principe less is more. Plus on est frugal, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas sexy. Au contraire, regardez ce que font nos amis des smartphones pour rendre l'interface utilisateur très intuitive. D'autant plus qu'on va arriver maintenant avec l'ère des assistants vocaux. Vous voyez que, en restant basique, finalement, on arrive à être simple. Et pour la donnée, ça va être un peu pareil. En disant que, est-ce que j'ai besoin de ratisser très très large pour avoir le maximum de données, mais que je suis incapable d'exploiter, et au final, je me retrouve avec des coûts de SI, des coûts de sécurité qui sont totalement délirants, alors que si je me focalise, alors c'est peut-être plus simple à dire lorsqu'on est sur des marchés de niche, mais si je sais me focaliser uniquement sur ce qui est être différenciant par rapport à mes compétiteurs, et ce qui va me permettre d'être beaucoup plus efficace par rapport à mon client, et en ne faisant que ça, est-ce que je le ferai mieux ? Et effectivement, la question est ouverte, et en tout cas, comme on peut voir sur d'autres sujets, regardez par exemple sur le mobile, il y a un opérateur qui a pu se lancer avec, en disant, oh là, ça ne marchera jamais si vous avez un forfait de forfait. Ça a pris quand même 13 millions d'abonnés, cette histoire. Donc vous voyez, avec quelque chose de relativement simple. C'est aussi, on parlait là tout à l'heure, parce qu'une nouvelle fois, le risque zéro n'existe pas, ça va être une formidable diminution de l'exposition au risque, puisque vous allez mieux connaître les flux de traitement, vous allez mieux connaître les acteurs qui interviennent sur ces traitements, sur les mesures correctrices, et donc tout ça fait le jour où il y a un incendie, quelque part vous allez être beaucoup plus agile. Là aussi, comme je vous disais, il faut documenter. Le premier truc qu'il va falloir faire, ça peut paraître aberrant, mais en pratique, c'est pas très très simple à faire, mais il va falloir le faire. C'est un investissement, mais qui va être véritablement payant sur le moyen long terme. C'est la cartographie des données, des systèmes d'information, des procédures. Tout ça va vous permettre de gagner en réactivité le jour où il va falloir décider dans l'urgence. Le fait d'avoir des procédures qui soient documentées, puisqu'on le voit le plus souvent lorsque les exercices SSI l'ont montré, c'est que les délais de réaction, c'est que les procédures, les annuaires de contact, tout ça ne sont pas documentés. Et donc on passe un temps fou à savoir est-ce que c'est Henri qui lui-même connaît le fils d'un tel et tel et qui a le mot de passe qui permet d'intervenir sur la bonne machine. Et donc quelque part, vous montez en compétence, vous êtes en mesure de rebondir beaucoup plus facilement. Là aussi, comme je vous disais, la portabilité, ça va être un formidable levier pour fluidifier le marché. On a vu sur d'autres marchés, à chaque fois qu'on a introduit de la fluidité par la portabilité, oui, ça a été un tsunami, mais sur le moyen long terme, on a libéré une quantité d'usages qui était totalement latente parce qu'elle ne savait pas s'exprimer. Là aussi, c'est un des éléments du RGPD, même si pour l'instant, on est encore très en amont, donc il n'y a pas encore de règles très, très claires là-dessus, mais on y viendra par la suite. Il y aura aussi une possibilité d'être certifié. Alors, on a pour l'instant des labels, mais le fait d'avoir la certification, c'est-à-dire que vous avez un peu, comme c'est le cas par exemple pour les data centers, beaucoup de tampons, par rapport à des compétiteurs, ou si vous accédez à des marchés financiers et autres, ça peut être un élément différenciant qui permet de montrer que vous avez fait les investissements en amont là-dessus et que donc vous êtes sur un business qui est plutôt sérieux. Si vous êtes sous-traitant, là aussi, votre place dans le dispositif est... Oula, jolie faute. La place dans le dispositif est confortée, puisque, certes, c'est une obligation, le devoir de conseil, mais c'est une formidable opportunité, puisque vous allez être en mesure de faire évoluer la relation sur une véritable relation de partenariat, puisque vous détenez une compétence que n'a pas le responsable de traitement, et que donc, dans une véritable relation de partenariat, tout le monde est d'égal à égal. Donc, dit autrement, c'est un formidable moyen de fidéliser votre activité et de la développer.
Pour cela, comment on va y faire? Justement, le RGPD et toutes les lignes directrices, vous aurez les références à la fin, vous donnent de nouveaux outils. C'est-à-dire que vous n'êtes pas laissé à l'aveugle là-dedans. Donc, il y a des modèles, donc, notamment où je parlais il va falloir tenir un registre sur les traitements que vous mettez en œuvre. Il n'y a pas de feuille blanche, hein. Il y a des modèles qui existent, qui sont relativement bien faits. Pareil aussi pour la notification des failles de sécurité. Il y a des process qui commencent à se mettre en place. C'est-à-dire pour certains pays, c'est relativement nouveau, mais ici, ça fait quand même quelques années, en tout cas pour les plus gros opérateurs, mais petit à petit, c'est en train de se disséminer. Et donc, les autorités pourront vous conseiller là-dessus. Là, je vous parlais tout à l'heure, lorsque ça sera mis en place, pour l'instant on est encore en amont, mais on va finir par y arriver, parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous occuper pour au moins les 10 prochaines années, hein, cette histoire. C'est la certification des traitements et des processus. Donc, au même titre que sur d'autres sujets, il y a eu des certifications. Là, ça va être un formidable facteur de différenciation sur vos marchés, de pouvoir établir que vous êtes certifié, que donc vous êtes vraiment compliant par rapport à d'autres qui commencent tout juste à s'y mettre. L'adhésion, bien évidemment, aussi à des codes de bonne conduite ou de bonne pratique, c'est-à-dire que c'est un peu comme c'est le cas ici, on partage c'est-à-dire tout le monde se parle pour essayer un peu de partager les bonnes expériences ou les mauvaises pour voir effectivement comment on peut surmonter tout ça. Là aussi, on a parlé un petit peu, effectivement, quand on parlait de la cartographie des systèmes d'information, il y a un outil qui s'appelle les études d'impact sur la vie privée. Quand on dit ça, on dit, oh là, ça a l'air un peu compliqué, mais la CNIL fait plutôt bien les choses, puisqu'ils ont mis à disposition un petit logiciel dont le code source est en plus disponible sur les plateformes de développement. Donc typiquement, vous pouvez le réintégrer dans vos outils en interne si vous aviez déjà pour certains des dispositifs d'audit de ce côté-là. Et là aussi pour les structures qui auront les moyens ou l'envie d'y arriver, ou l'obligation, le DPO qui véritablement va être là aussi un actif stratégique de votre organisation. Donc au final, pour conclure, là-dessus sur le RGPD, respirez un grand coup. Tout est en fait question de méthode. Hein. On voit là, derrière tout ça, l'esprit, c'est avant tout des procédures qu'il faut mettre en place, qu'il faut documenter, qu'il faut justifier. On ne vous reprochera jamais une faille. Enfin, si oui, non. Mais si typiquement vous êtes en mesure de démontrer que vous avez mis en place les procédures adéquates pour limiter l'impact, pour monter en compétences, votre bonne foi sera retenue et donc globalement la sanction sera symbolique. Donc voilà, typiquement c'est un risque que vous pouvez maîtriser dans ce cas-là par rapport ou actuellement, où c'est au petit bonheur la chance, si vous êtes face à un inspecteur qui n'est pas particulièrement bien luné, qui a décidé de faire un exemple. Non, là, on a véritablement quelque chose qui est beaucoup plus objectif, ce qui pour nous, avocats, dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, permet d'avoir quelque chose qui permet, nous, de rassurer nos clients, puisque globalement, on sait à peu près, en fonction du comportement du client, quelle va être l'issue. Donc, c'est quelque chose qu'on peut modéliser dans le plan d'affaires et sur lequel vous, lorsque vous avez des questions de vos financiers ou des fonds d'investissement, voilà, vous pouvez être en mesure de répondre là-dessus. En première chose, c'est, sans nécessairement peut-être aller au DPO, mais désigner un monsieur ou une madame RGPD dans votre organisation et lui laisser un petit peu carte blanche, le cas échéant avec un conseil extérieur, pour effectivement monter un petit peu compétence là-dessus. C'est un véritable chantier. La deuxième étape, justement, c'est cartographier, si ce n'est pas déjà fait, vos traitements de données et les procédures associées. C'est peut-être un travail assez fastidieux, peut-être, à première vue, mais c'est fabuleux. Parce que, une nouvelle fois, le jour où vous voulez les faire évoluer, vous avez déjà la vision de l'historique, vous avez identifié les failles, vous savez quels sont les éléments sur lesquels il va falloir travailler en priorité. Et là, globalement, vous gagnez en maturité, en anticipation là-dessus. Et dans le cadre, quand on développe une activité, c'est quand même un facteur différenciant qui est loin d'être négligeable. C'est là aussi parce que, une nouvelle fois, on ne pourra pas être compliante dès le 26 mai. Donc c'est aussi prioriser les actions à mener, c'est-à-dire que et encore dernièrement la CNIL s'est exprimée là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ne sortiront pas la machine à baffe le 26 mai, pour ceux qui ne seront pas prêts surtout. Par contre, ils sortiront la machine à baffe pour ceux qui continueront à traiter ça à la légère. Donc le fait de montrer de justifier que vous avez commencé à réfléchir et à intégrer, à avoir une vision prospective, fait que votre bonne foi elle est acquise là-dessus et on ne vous reprochera jamais, surtout si, une nouvelle fois, on vient traduire concrètement dans le cadre de la loi CNIL V2, le fameux droit à l'erreur qui est revendiqué par nos plus hautes autorités.
Gérer les risques aussi, c'est-à-dire avoir une approche mature et responsable par rapport à ça, ne plus se retrancher derrière son petit doigt en disant non, ça arrive qu'aux autres, regardez, moi j'ai mon sous-traitant ou j'ai acheté la fameuse boîte miracle, le fameux système d'information, enfin ouais, le firewall qui fait qu'il est super performant et puis finalement, qui c'est qui le gère? Oh, c'est Henri qui... il est où Henri? Voilà, non, voilà. C'est non, c'est bien vraiment une démarche responsable et mature sur la gestion des risques, c'est-à-dire que une nouvelle fois, ne pas être dans le déni en disant non, ça arrive qu'aux autres et pas à moi. Non, ça arrivera. Un financier ne vous le reprochera jamais là-dessus parce que ça veut dire que quelque part, vous lui tenez un discours de vérité et que il sait que vous avez cette perception de l'aléa et que donc vous allez pouvoir être réactif par rapport à ça. Et ça, c'est très 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 apprécié. Organisé aussi en interne. Donc, alors c'est vrai qu'ici, on est sur essentiellement dans l'éditoire des structures qui sont agiles, mais c'est vrai que lorsque je discute par exemple avec de plus grosses entités, par exemple des banques ou des industriels qui sont très organisés en silo, oui, c'est un mode d'organisation du XXe siècle, mais à l'heure du numérique, non, il faut apprendre à fonctionner de façon un peu plus transversale, un peu plus agile, sans pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde à la porte, mais voilà, il faut vraiment s'organiser en interne de façon fluide, de façon agile, de façon responsable, et que les gens se parlent entre eux. Et bien évidemment, pas pour cela, c'est beaucoup plus facile si on documente sa conformité, non seulement parce que comme ça permet d'avoir un support lorsque vous irez convaincre en interne des récalcitrants, mais ça le sera, j'ai vu dans une expérience passée, c'est toujours très utile lorsque vous... Parce que voilà, le contrôle, le CNIL, il faut partir du principe, ça va être comme le contrôle fiscal, vous y aurez droit dans le cadre, il y a pratiquement 100% de chances d'y avoir droit dans le cadre de votre activité. Ça arrivera, on ne sait pas quand. Donc autant effectivement l'anticiper et faire en sorte que ça se passe bien, de façon non conflictuelle et de façon constructive. Et le meilleur moyen d'y parvenir, de désamorcer les tensions, c'est lorsque les agents arrivent, vous ouvrez l'armoire et vous montrez que toute la doc est là. Donc ça permet déjà de baisser d'un cran. Ils vont, pendant qu'ils lisent toute la doc, pendant ce temps-là, vous pouvez retourner à vos affaires plutôt que je vois qu'il n'y a rien et donc vous allez justifier et on part sur quelque chose qui peut être conflictuel. Et lorsqu'on est entrepreneur et que le long terme c'est l'heure d'après, si on ne peut pas faire vivre la boîte pendant une semaine, c'est très problématique. Donc le fait de pouvoir commencer à documenter sa conformité et de l'anticiper fait que là vous enlevez un très très gros aléa sur la pérennité de l'activité. Alors j'ai pratiquement terminé. Justement pour conclure, quand on conclut, on a toujours quelques petites ressources. On a plutôt des choses qui sont très très bien faites, même s'il est bon ton ici de taper un petit peu sur la CNIL. Le RGPD a été un formidable moyen pour la CNIL de faire un petit peu son autocritique, de se dire qu'on passe un petit peu d'une logique de machine à baffe à une logique d'accompagnement. Et donc notamment sur le RGPD, vous avez toute une documentation qui est très accessible, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien sous forme de dataviz que sur BD. Par exemple, si vous devez aller convaincre un COMEX qui part du principe que c'est encore pour l'instant un centre de coût la privacy ou la donnée. À l'inverse, si vous discutez sur des développeurs qui veulent l'intégrer, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'étude d'impact, il y a toute une masse de documentation, c'est juste hallucinant ce qu'ils ont fait avec les moyens qui sont les leurs, qui ne sont pas vraiment immenses, et dans le temps imparti. Vous avez, là je vous parlais tout à l'heure de la sous-traitance, ils ont fait un très très bon guide sur le sous-traitant, avec par exemple des exemples. Ça veut dire qu'ils nous salopent le métier déjà, parce qu'ils vous fournissent des exemples de clauses type à mettre dans les contrats. Donc voilà, donc clairement, qui ne sont pas trop déconnantes. Ils ont bien intégré les lignes directrices déjà sur la portabilité, c'est-à-dire pour l'instant on est vraiment très en amont, mais on a déjà de la visibilité sur concrètement comment on va pouvoir essayer, parce qu'en fait en plus c'est des éléments qui sont discutés à l'échelle européenne avec les autres CNIL européennes, donc sur lequel il y a déjà une certaine harmonisation et donc on peut commencer véritablement à raisonner en termes de marché unique. Je vous parlais tout à l'heure d'un registre. Oui, on dit ah mince, comment je vais faire mon registre? Ils ont fait un modèle qui vaut ce qu'il vaut, qui va être performant, qui est certainement perfectible, mais qui permet déjà de commencer un peu à travailler. Et le jour où tiens, vous êtes en train de lever des fonds et que votre financier préféré vous dit tiens, en fait, sur la privacy, tu as fait comment là, sur le RGPD, tu peux me dire où est-ce que tu en es? Vous pouvez lui ressortir, montrer que vous avez commencé à travailler là-dessus. Pareil aussi, je vous disais tout à l'heure, là pour le guide du sous-traitant, il y a des exemples de causes, il y a le formulaire de notification,
Pour ceux qui le veulent, il y a le texte en lui-même du RGPD sur les sites de la Commission européenne si vous avez du mal à vous endormir ce soir. Et enfin, le dernier lien, ça c'est très très bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce média en ligne qui s'appelle Next Impact, qui a fait un travail de dingue sur l'explication du RGPD article par article. Rien que pour ça, ça justifiait leur abonnement annuel. C'est-à-dire que véritablement, vous avez une véritable exégèse là-dessus avec des mots et des termes simples et pas du tout de juristes. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez reprendre une activité normale. S'il y a des questions, ça va être un grand plaisir. Et sinon, on en parle tout à l'heure autour d'un bon verre. Merci de votre attention. Merci Alexandre Archambault pour, on va dire, cette conférence fournie. Je pense qu'il y a des métiers d'avenir, hein, travailler pour la CNIL, potentiellement être délégué de la protection de données, avocat. Il y en a qui se spécialisent, il paraît, là-dedans. Des questions pour Alexandre avant de vous libérer et d'enchaîner sur le dernier atelier qui va se situer en bas, autour de la production vidéo, donc c'est beaucoup plus léger, hein, production vidéo avec peu de moyens, avec le smartphone, ça sera animé par Vincent Vernier. Alors, question. Et également, ce soir, ce n'est pas le RGPD en concert, mais le DBFC. Hein. Et donc, si vous n'avez pas pris votre billet, il reste des places. Merci. Oui, j'ai une petite question concernant donc le coût en cas de problème. Est-ce qu'on prend en compte l'impact réel qu'a cette diffusion involontaire de données sur les gens qui sont dans le fichier? Oui, tout à fait. Alors, sachant que là-dessus, il y a une certaine graduation. C'est-à-dire que, là, je vous parlais du montant maximal, qui est de 4%, parce qu'en fait, il faut partir du principe que pour une entreprise, c'est le montant le plus élevé qui est retenu. Donc, c'est les fameux 4% ou les 20 millions d'euros. Mais là-dessus, il y a une gradation. C'est-à-dire que dans un premier cas, ça, c'est le montant lorsqu'on est vraiment de très, très mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on n'a pas collaboré avec la CNIL, on n'a pas montré qu'on avait des éléments, qu'on n'a pas fait les notifications, etc. Donc oui, effectivement, le périmètre de la violation rentre en compte, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que, comme pour d'autres cas, c'est un grand principe général du droit, oui, effectivement, l'atteinte à la victime n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on va pouvoir minorer le cas échéant, comme c'est le cas sur d'autres sujets, si on montre que le responsable de traitement s'était organisé. C'est-à-dire que, par exemple, ça nous était vendu en disant oui, mais avec le RGPD, on n'a plus le droit de dire que c'est la faute à pas de chance. Si, avec le RGPD, on pourra dire que c'est la faute à pas de chance, à condition de montrer que on s'était organisé en amont pour faire en sorte que lorsque la violation, on en restreigne on en réduise l'impact, qu'on informe les personnes. Si on a faux sur tous les tableaux, là oui, effectivement, c'est la sanction maximale. Mais et c'est justement le message qui a été délivré par la CNIL récemment, c'est-à-dire que non, l'idée c'est d'éviter de voir ce qu'on a eu avec Yahoo, où tout le monde a été dans le déni. Et puis globalement, ça s'est traduit par les actionnaires d'Yahoo, on a été pour 500 millions de dollars de leur poche. Non, l'idée c'est attention, vous savez, on ne va pas vous mentir, voici la prune qui vous attend. À vous de faire en sorte que vous soyez de bonne foi et loyal, et fair et compétent sur vos process. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de résultat sur les process à mettre en place, pas nécessairement sur le résultat, enfin sur l'issue. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Simplement, c'est comment faire en sorte, le jour où ça arrive, qu'on puisse en minimiser le plus possible l'impact. Alors, dans le même registre, on a donc la responsabilité de l'entreprise qu'on voit qui est pénalisée. Est-ce que le DPO, légalement, a une responsabilité ou c'est juste ça reste en interne? Oui et non. C'est-à-dire qu'au même titre que vous n'êtes jamais à l'abri d'un collaborateur qui peut faire une faute pénale, c'est-à-dire qu'effectivement, si il a, pas respecté les consignes de l'entreprise, enfin voilà, c'est-à-dire qu'il était totalement roulé libre là-dessus. Bon, c'est vrai que la responsabilité de l'entreprise aussi, mais voilà, il peut l'être aussi. À l'inverse, s'il est en mesure de montrer que l'entreprise ne lui a pas fourni les moyens d'exercice à sa profession, oui, dans ce cas-là, le risque portera sur l'entreprise. Donc, dit autrement, non, c'est pas une protection absolue.
une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'il faut, c'est pas parce qu'on est enfin voilà, c'était une responsabilité particulière avec des obligations particulières, et donc du coup, c'est pour ça que l'entreprise doit mettre en place les moyens. Donc par défaut, c'est l'entreprise, sauf si on démontre qu'effectivement le DPO a été totalement en roue libre là-dessus et s'est livré à des comportements pénalement répréhensibles. On se retrouve dans le cadre d'un responsable administratif ou RH ou peu importe. Exactement, Ok. c'est ça. Merci. On va prendre une dernière question parce que le groupe des BFC doit répéter pour ce soir, juste après. Julien, là, pour la dernière, courte. Allez. Bon alors j'avais plein de questions, mais le GIF animé vient de me donner soif, donc on va essayer de faire vite. 2 questions très rapides. Qui peut être DPO dans une boîte, à savoir, je pense, un gérant de SARL, un président de SAS, les associés, un délégué syndical, j'en sais rien, pour savoir qui peut être éligible à ce poste-là. Et puis la deuxième question, c'est où est-ce que la CNIL va trouver les agents pour faire les contrôles ? Alors, sur la première question, merci de l'avoir posée. On en discute tout à l'heure. Non, mais globalement, tout le monde peut être DPO. Simplement, il faut effectivement être en mesure de démontrer que c'est pas nécessairement. Enfin, ça peut être un pote, mais avant tout, voilà, c'est quelqu'un qui peut être compétent. Pas nécessairement au moment où on le nomme, c'est-à-dire qu'on peut le former. Donc quelque part aussi, c'est pas parce que on a dit tiens, toi tu vas faire DPO et voilà, hop, c'est plus mon problème. Non, c'est aussi de la responsabilité de l'entreprise qui nomme le DPO de lui donner les moyens. Donc s'il n'a pas nécessairement toutes les compétences, le DPO au même titre, c'est une obligation déontologique de dire oh, attention, là je suis un peu en limite. C'est comme pour notre cas. Hein. Typiquement, si vous êtes nommé à l'export et que vous ne maîtrisez pas la langue, c'est quand même à vous d'aller dire ça serait bien qu'on fasse une petite formation. Là, globalement, là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on s'attachera toujours à vérifier que, oui, dans un monde idéal, on finira par arriver avec des personnes qui, d'ici quelques années, auront une véritable formation, mais comme sur d'autres sujets, c'est comme pour la SSI, hein, on a tous commencé de façon un peu autodidacte. Simplement, après, c'est d'où l'enjeu, par exemple, aussi de la certification, c'est qu'on pourra aussi valider l'expérience là-dessus. Sur la deuxième question, le fait qu'on aura un peu moins de personnes qui vont traiter des formulaires pour vérifier qu'il y avait bien le formulaire, le justificatif à 38 bis qui était fourni, fait qu'on va pouvoir redéployer. C'est déjà un peu le cas. Regardez par exemple ce que la CNIL fait sur la RD, sur la prospective. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. On va véritablement aller sur une logique de véritablement co-construction, comme c'est le cas par exemple sur un autre sujet, par exemple avec la SSI, où vous avez l'ANSSI maintenant qui commence à arriver en région. Pourquoi pas un jour ou l'autre avoir des déploiements CNIL en région. Et c'est aussi un des enjeux aussi des sanctions. Puisque faut vraiment avoir à l'esprit que le champ territorial du RGPD, ce n'est pas que les entreprises européennes. C'est toute entreprise qui manipule un traitement qui concerne des données d'un Européen. Donc dit autrement, les Google et les Facebook qui disent « Oh là là, les communistes d'Europe, on ne veut pas vous voir ». Au bout d'un moment, quand il y a les amendes qui vont finir par tomber, voilà, on aura des moyens qui permettront d'abonder les différents budgets. Mais là aussi, ça veut dire aussi que ces organismes, là aussi, vont devoir, c'est-à-dire on demande avec le RGPD à ce que le secteur privé ou public s'organise pour être agile et efficace. Il faut que les autorités de contrôle aussi également jouent le jeu. Merci Alexandre Archambault, qu'on peut applaudir. Merci de votre attention.